Il était une fois un vieux couple heureux. Mohamed Khaireddin. Qu'y a-t-il de plus fascinant et de plus inquiétant que des ruines récentes qui furent les demeures qu'on avait connues au temps où la vallée vivait au rythme des saisons du labeur, des hommes qui ne négligeaient pas la moindre parcelle de terre pour assurer leur subsistance. Ces maisons de pierre sèche, bâties sur le flanc du roc à quelques mètres seulement au-dessus de la vallée, ne sont plus qu'un triste amas de décombres, domaine incontesté des reptiles, des arachnides, des rongeurs et des myriapodes. Le hérisson y trouve ses proies, mais il n'y gîte pas. Il y vient seulement chasser la nuit, quand un clair de lune blafard fait surgir ça et là des formes furtives qu'on confondrait assurément avec les anciens habitants des lieux disparus depuis longtemps. Peut-être au moment même où de nouveaux édifices poussaient dans la vallée. Villas somptueuses, palais et complexes ultramodernes, copies conformes des bâtiments riches et ostentatoires des grandes mégapoles du Nord. Une de ces ruines dresse des pans de murs difformes par-dessus, un buisson touffu de ronces et de nopals, et quelques amandiers vieux. Qu'y a-t-il de plus fascinant et de plus inquiétant? Il avait été la demeure d'un couple âgé, qu'on avait descendance qui n'attirait guère, où la vallée vivait au rythme des saisons du labeur, des hommes qui ne négligeaient pas la moindre parcelle de terre, presque pour assurer leur subsistance, au milieu des familles nombreuses et bruyantes. L'homme avait longtemps sillonné de nord et même une partie de l'Europe, disait-on, à la recherche d'une hypothétique fortune qu'il n'avait pas trouvée. Un sobriquet lui était resté de cette longue absence. Bouchaïb, car il avait dû travailler à Mazagan. De la femme, on savait peu de choses sinon qu'elle venait d'un village lointain. D'une autre montagne, sans doute. Depuis son retour au pays, Bouchaïb n'était plus tenté par le nord. Il ne voyait plus que pour se rendre à tel ou tel moussem annuel, comme celui de Sidi Ahmed ou Moussa. Et il ne ratait jamais le souk hebdomadaire, où il avait à dos d'âne tous les mercredis un âne timide et bien mieux traité que les baudelais de la région. Il n'était jamais puni, son maître y tenait comme un enfant, et il lui disait crûment aux persécuteurs des bêtes: ce gentil éguidé, on imposait aux autres ânes qu'ils savaient mettre au pas, si nécessaire durant les battages de juin, lors desquels on assistait à des bagarres mémorables entre animaux, rendus fous par les grosses chaleurs ou par le rue, que favorisait le nombre. Bouchaïb
était un fin lettré. Il possédait des vieux manuscrits relatifs à la région et bien d'autres grimoires inaccessibles à l'homme ordinaire. Il fréquentait assidûment la mosquée, ne ratait pas une seule prière. Il était aux yeux de tous un croyant exemplaire qui devrait nécessairement trouver sa place au paradis. Il tenait la comptabilité de la mosquée sur un cahier d'écolier vert. Les biens de la mosquée, à savoir les récoltes, allaient offrir en exercice, qui en était le légitime propriétaire, à la communauté de semer, labourer, tout revenu à l'imam en temps voulu. Bouchaïb était un enflous. Veillé au grain, rien ne pouvait tromper sa perspicacité. Il était l'écrivain public par excellence. Il rédigeait les lettres qu'on envoyait aux siens par le truchement d'un voyageur plutôt que par la poste. Il expliquait les réponses et donnait des conseils aux indécis. Il vivait comme il l'entendait après les vagabondages de sa jeunesse, dont il évitait de parler. Le souvenir de cette existence d'errance et de danger avait fini par déserter sa mémoire. D'aucuns murmuraient qu'il avait été en prison dans le nord. Il a fait de la tôle ce grillard devenu un saint dans sa vieillesse, disait-il. Il a même été soldat quelque part, ajoutaient les plus finaux. Si c'est ça que vous appelez faire de la tôle. Mais il a déserté car il trouvait ce métier pénible et dangereux. Rien de tout cela n'était tout à fait juste. Seul le vieux Bouchaïb détenait le secret de sa jeunesse enfuie. Cependant, comme il fallait donner un sens à tout, certaines n'hésitaient pas à broder des histoires qui n'en collaient pas moins durablement du personnage visé. On ne pouvait pas se défaire d'un passé plus glorieux, ni des mensonges colportés par des gens de mauvaise foi. Mais peu lui importe ce qu'on disait, peu lui importe ce qu'on disait de lui. Bouchaïb n'accordait aucun crédit au ragot, qu'il savait être la seule arme des ratés. Il avait une échoppe à Mazagan. Il l'avait donnée en gérance à un garçon d'un autre canton qui lui envoyait régulièrement un mandat. De quoi vivre à l'aise dans ses confits, où l'on pouvait se contenter de peu. Ainsi le vieux couple mangeait-il de la viande plusieurs fois par mois, des tagines préparées par la vieille, qui s'y connaissait. Cela donnait lieu à un rituel extrêmement précis. Seul le chat de la maison y assistait
car il était tout aussi intéressé que le vieux couple. Après avoir mis un énorme guican à cuire sous la cendre, la vieille femme allumait un brassereau et attendait que les braises soient bien rouges pour placer dessus un récipient en terre dans lequel elle préparait soigneusement le mets. Allongée sur un tapis noir, rouge en poils de boue. Le vieux sirotait son verre de thé et fumait ses cigarettes qu'il roulait lui-même. Ni l'un ni l'autre ne parlait à ce moment-là. Chacun appréciait ce calme crépusculaire qui baignait les environs d'une étrange douceur et que seul le bruit des bêtes rompait par intermittence. On avait apprêté les lampes à carbure et l'on attendait patiemment le déclin du jour pour les allumer. On pouvait manger et passer la nuit sur la terrasse car l'air était agréable et le ciel prodigieusement étoilé. On voyait nettement la voie lactée qui semblait un plafond de diamants rayonnants. En observant cette fantastique chape de joyaux cosmétiques, le vieux louait Dieu de lui avoir permis de vivre des moments de paix avec les seuls êtres qu'il aimait, sa femme, son âne et son chat, car aucun de ces êtres n'était exclu de sa destinée, pensait-il. De temps en temps, il se remémorait les vieilles légendes, mais sa pensée allait surtout s'égarer parmi ces feux chatoyants, à la fois proches et lointains. Est-ce là que se trouvent les fameux paradis? Se demandait-il. Et l'enfer? Où serait donc l'enfer? Comme il n'y avait aucune réponse, il oubliait vite la question. Inutile de fouiller dans les mystères célestes pour savoir où est ceci ou cela. L'air devenu de plus en plus agréable à mesure que la nuit tombait. C'était l'heure où la vieille allumait les 2 lampes et où les insectes appelaient, comme par un signal, tombaient lourdement sur la terrasse. La vieille s'installait à son tour à côté du vieux, prenait son thé sans rien dire. On écoutait les milles et un petit bruit de la nature, le jappement lointain du chacal, la plainte du hibou, le crissement des insectes et parfois le sifflement reconnaissable de certains serpents. Tous les prédateurs se préparaient à la chasse, une chasse risquée où le plus fort pouvait survivre bien que le sort de la proie fût scellé d'avance. Dans l'étable, la vache avait fini de manger
et comme elle ne mouglait pas, la vieille femme pouvait la croire endormie. C'était sa bête favorite. Elle faisait comme elle les labours dès les premières pluies d'octobre. Elle produisait un bon lit que la maîtresse de maison barattait dès la traite matinale. Ensuite, elle le mettait au froid. Elle le mettait au frais pour le repas de midi. Elle obtenait un petit lait légèrement aigrelé qu'elle parfumait d'une pincée de timolo et de quelques gouttes d'huile d'argan. Le couscous d'orge aux légumes de saison passait bien avec cela. Un couscous sans viande que le vieux couple appréciait par-dessus tout. Pour la corvée d'eau, la vieille allait au puits 2 fois le matin. À son retour, elle ne manquait jamais d'arroser copieusement un massif de menthe et d'absinthe, dont elle découpait quelques tiges pour le thé qu'on consommait matin, midi et soir. Les voisins avaient pris la fâcheuse habitude de venir quémander quelques brins de ces plantes, mais rien n'irritait le vieux couple qui aimait rendre ces menus services. On les aimait parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, aucun litige avec les gens, et que après eux, leur lignée serait définitivement éteinte, ce que tout le monde regrettait sans doute. Oui, on aimait ces 2 vieillards, mais personne n'osait d'abord ce sujet. Mais personne n'osait d'aborder ce sujet tabou, car l'homme stérile se considérait à tour moins qu'un homme vu que son sperme n'était qu'une eau sans vie. Le vieux ne pensait plus à cela. Il savait que toute lignée avait une fin, et il s'accommodait de cette évidence. C'est ailleurs que je recommencerai une autre jeunesse. Ailleurs qu'aura lieu le nouveau départ ici, c'est fini. Mais est-ce qu'il est permis de se reproduire au paradis? Se disait-il. Des questions cul-de-sac, qui ne menaient qu'à un mur infranchissable. Il n'avait donc aucun regret, pas la moindre amertume. Au contraire, il se sentait en paix avec son âme, heureux et totalement éloigné de certaines variétés terrestres, comme de posséder une nichée bruyante et batailleuse qui vous attire surtout les remontrances et la hargne du voisinage. Il n'avait donc jamais évité les pères de familles nombreuses et encore moins ces pauvres airs qui alignaient tellement d'enfants qu'ils en étaient accablés. Il savait aussi que la plupart d'entre eux n'avaient aucun avenir et qu'ils répéteraient fatalement le même processus de misère en ce monde frénétique et dur. Beaucoup quittaient le pays et allaient s'échouer
dans un quelconque bidonville du Nord. Il ne revenait plus au village. Les plus chanceux étaient engagés en Europe comme mineurs de fond, et ceux qui trimaient à Casablanca ne relevaient la tête que s'il était soutenu par les épiciers. Il apprenait alors le métier sur le tas et finissait souvent par ouvrir un magasin d'alimentation. Non, décidément, je n'envie pas le sort de ces reproducteurs. Sa vieille femme interrompit ses réflexions. « À quoi penses-tu donc » dit-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Il s'écoula un moment, puis il dit « À quoi je pense ? Eh bien, à tous ces gens qui ont trop d'enfants et qui ne peuvent même pas les nourrir. » Eh bien, moi je suis une grande mère sans petit enfant, mais je suis heureuse. C'est ce que je pense moi-même. Sers-nous donc à dîner. Non, attends un peu, je dois d'abord faire ma prière. Il se leva, fit sa prière, puis revint. Ils mangèrent calmement en devisant. Il lui parla de sa journée à la mosquée. Elle l'entretint de la vache, de ses poules, bonnes, pondeuses, qu'un chat sauvage égorgeait depuis peu. « Qu'est-ce que tu peux faire contre lui ?» dit-elle. « Lui tendre un piège. Après quoi ? » « Mais tu as déjà essayé. Au lieu de ce maudit, le chat, c'est le coco blanc, ton préféré, qui a été pris. Je mettrai le piège où la volaille ne peut pas aller. C'est tout. J'ai mon idée là-dessus. » « Merci. » « Ah, ton tagine est fameux. Et le pain aussi. » Elle rit. « Dieu nous en fasse profiter, » dit-elle. Ils se resservirent le thé. Cette année a été bénéfique. Il a beaucoup plu. Il est même tombé de la neige sur des hauteurs. Les moissons approchent. Tout le monde s'y prépare. As-tu pensé aux moissons ? Demanda le vieux. Oui, j'y pense. Je trouverais bien quelqu'un pour m'aider. Il y a un tas de jeunes filles disponibles et serviables. Que Dieu t'entende. Ils parlèrent encore un bon moment. Le vieux fumait en avalant de toutes petites gorgées de ce thé vert de Chine qu'un ami lui envoyait de France. Un thé prohibé qu'il appréciait plus que tout au monde.